Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie Pagnier. Aurélie a exercé le métier d'avocate pendant 14 ans, une profession qu'elle a choisie à l'adolescence. C'est une véritable vocation pour elle. Elle l'a exercée avec passion, engagement et détermination. Je l'ai rencontrée il y a maintenant 3 ans. À l'époque, nous étions conviés au barreau de Lille, aux estivales de la formation. On animait toutes les deux un atelier sur le sujet de la reconversion professionnelle et du bilan de compétences. Je me souviens très bien d'elle, c'était une magnifique rencontre. Vous allez voir, elle est passionnée, positive, sensible et elle partage avec beaucoup d'émotion et de sincérité son parcours. Dans cet épisode, elle va vous partager les raisons pour lesquelles elle a souhaité quitter sa profession, le processus du changement, les obstacles rencontrés sur le chemin puisque tout cela se passe en période de Covid, surtout les belles surprises qui ont égayé et remis en perspective son projet, et enfin le regard qu'elle porte aujourd'hui sur ces 3 dernières années. Vous allez voir, dans ce type de profession, le sujet est tabou, alors je la remercie d'autant plus d'avoir accepté de partager avec autant d'authenticité son histoire. Bonne écoute. Bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci Émilie. Alors Aurélie, nous on n'a pas travaillé ensemble, je ne t'ai pas accompagnée dans ton processus de changement, mais on s'est rencontrés il y a 3 ans, 4 ans. Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais, 4 ans. On animait toutes les deux un événement à destination de la profession des avocats sur le changement professionnel. C'était un petit atelier bilan de compétences, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. À ce moment-là, tu allais mettre un pas dans le changement. Il me semble que tu allais quitter la profession ou tu venais de la quitter. Je l'avais quittée déjà. Je l'avais quittée et tu venais nous expliquer un petit peu ton parcours. Donc on est 4 ans après, il s'est passé plein de choses depuis. Ouais. Alors l'objectif, l'idée, c'est que tu te présentes et puis qu'on voit un peu ce qui t'a amené à être avocate, à changer et aujourd'hui où t'en es. Ouais. Alors, je t'écoute. Donc voilà, Aurélie, j'ai 42 ans maintenant. J'ai exercé la profession d'avocat de 2005 à 2018. Donc pendant 13 ans. Je l'ai exercé avec passion parce que c'était une vocation pour moi. J'avais 14 ans à peu près, 14-15 ans quand je me suis dit mais je serai avocat. Donc voilà, j'ai suivi les études de droit, le parcours classique jusqu'au bout. J'ai été avocat. J'ai réalisé ce rêve, en tout cas. Et puis, on va dire à peu près à 10 ans d'exercice professionnel, ça a commencé à coincer, où je me posais des questions. Je me suis dit, mais est-ce que, si je reviens en arrière, est-ce qu'à 10 ans d'exercice, je me voyais là où j'en étais ? Et clairement, la réponse, elle était non. Il y a plein de choses qui ne me convenaient plus du tout. Et donc, voilà, j'ai commencé à cheminer, à me dire, il y a des choses qui sont plus tout à fait alignées, en fait, par rapport à ce que je m'imaginais du chemin que j'allais faire dans la profession d'avocat. Et puis un jour, je me suis dit, je vois un article sur le bilan de compétences, et ce bilan de compétences, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup destiné aux salariés. En tout cas, à l'époque, on en parlait beaucoup pour les salariés. C'était d'ailleurs la thématique de cet article. Et j'y ai réfléchi, mais je me dis, pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les salariés qui aient envie de changer les choses. Et je vais aux estivales de la formation des avocats, donc là où on s'est rencontrés quelques années après. Et sur cette session de formation, il y a la possibilité de prendre rendez-vous pendant une demi-heure avec une psychologue du travail et de discuter justement de la réorientation, du bilan de compétences et autres. Et donc, ça tombe pile poil. Donc j'y vais, je discute avec cette psychologue du travail et là, je m'effondre en fait. Pendant cette demi-heure, je m'effondre, je pleure, ça va pas du tout. Et du coup, je me dis, là, c'est la vraie prise de conscience qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut que ça change. Et donc, je me renseigne, je fais un bilan de compétences avec une autre personne. Et ce bilan de compétences, finalement, c'est, le point de départ d'un cheminement qui va prendre quelques années, puisque je suis effectivement pas partie tout de suite de la profession. Après ce bilan de compétences, moi, j'ai décidé de changer ma façon d'exercer la profession.
pour y retrouver un peu de sens. Donc ça fonctionne, en tout cas pendant 1 an ou 2, ça fonctionne plutôt pas mal. Je retrouve un peu de temps pour moi, je dose mon effort, je ne fais plus 150% sur chaque chose. Voilà, et du coup, je retrouve un peu de plaisir quand même. Et puis, en fait, à un moment donné, je me retrouve à donner un coup de main à une consoeur qui fait du droit des étrangers, et c'est une matière que je voulais pas toucher parce que je sentais qu'humainement, ça allait être compliqué pour moi. Donc j'y vais quand même parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Et donc, je lui prête main forte sur certains dossiers. Je vais plaider pour elle sur des dossiers. Alors, c'est en plus du droit des étrangers pour des mineurs. Et donc, voilà, je me retrouve face à des situations humaines très, très compliquées avec une inhumanité en face qui, clairement, me révolte. J'ai encore beaucoup d'émotions. Voilà. Et en parallèle de ça, j'ai un de mes dossiers aussi avec un petit jeune qui a une 20aine d'années en pénal, qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui est aussi étranger, hein, qui est roumain, et qui subit le même traitement au niveau judiciaire. Et tout ça vient de se percuter, en fait. Et clairement, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et le lendemain d'une audience pour ce petit jeune, je prends la décision d'arrêter la profession d'avocat parce que c'est trop difficile. Et on est en plein hiver, c'est fin 2017. Et voilà, ce petit jeune, je vais lui apporter des vêtements parce qu'il est à la rue. Vraiment, c'est très très compliqué à gérer. Et j'ai jamais regretté cette décision d'arrêter la profession. Je l'ai prise en conscience. Et j'ai pris le temps aussi d'arrêter correctement. Ça m'a pris 9 mois, le temps d'une grossesse. Et en fait, j'ai fait ce chemin-là pour arrêter et me dire qu'il y avait aussi une autre vie que en dehors de la profession d'avocat. Et j'ai arrêté la profession en fait avant de la détester. Et aujourd'hui, je trouve que c'est encore un des plus beaux métiers du monde. Mais ce métier m'a usée, en fait. Émotionnellement, en tout cas. Si on rétropédale un petit peu, donc à l'âge de 14 ans, tu te dis que tu veux devenir avocat. Est-ce que tu sais ce qui te donne envie de faire ce métier à ce moment-là ? Non. Non. Il y a une évidence, en fait. Et je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Qu'est-ce que tu imagines du métier à ce moment-là ? Clairement, je veux défendre la veuve et l'orphelin. Après, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que l'injustice, c'est quelque chose qui me... Voilà, c'est une valeur. La justice, c'est une valeur qui est très forte pour moi. Et défendre l'injustice, ça a toujours été dans mon caractère. Donc c'est pas pour rien, effectivement, que j'ai été avocat et que au fond de moi, je le suis toujours. D'ailleurs, mon conjoint me dit « Arrête de faire l'avocate !» Parce que je suis quand même toujours un peu en défense de quelque chose. Et ça, je pense que c'est en moi, c'est pour le coup. Ouais. Et ce qui t'a usé, c'est de ne pas pouvoir finalement faire la justice réellement, c'est ça ? Oui. Confronté à l'injustice. En fait, je me rendais compte que plus ça allait, plus déjà la justice se dégrade, le système judiciaire dysfonctionne, et en fait, ça n'allait pas en s'améliorant, et j'avais de plus en plus ce sentiment d'être complice d'un système que je dénonçais au quotidien. Et beaucoup me disaient, mais passe de l'autre côté, et du coup, deviens magistrat, et comme ça, tu pourras peut-être à ton niveau changer les choses, mais j'avais l'impression que ce serait tellement une goutte d'eau face à tout ce que je pouvais voir que je me suis dit non, et puis j'ai vu tellement de choses qui m'ont révoltée que je ne me voyais pas les voir d'encore plus près en fait. Et passer de l'autre côté, ça aurait impliqué nécessairement d'aller voir encore plus dans les coulisses des petits arrangements entre amis, des choses vraiment que je pouvais pas tolérer. Et je pouvais les dénoncer alors que j'aurais pas pu les dénoncer une fois que j'aurais basculé de l'autre côté. Donc voilà, pour moi c'était clair que ma vocation elle était d'être avocat, elle n'était pas d'être juge. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui passent de l'autre côté parce que c'est beaucoup plus confortable, parce qu'on est fonctionnaire, mais moi je sentais que dans mes tripes c'était pas ce que je voulais faire. Ouais, tu voulais faire la justice et tu sais que les travers que tu as pu observer, tu vas y être de nouveau confronté, que ce ne sera pas une solution et que ce tout sera... à fait. Là, pour le coup, tu seras encore muselé en plus. Voilà, tu tout à fait. ne pourras pas l'exprimer, ce sera compliqué.
Donc, est-ce qu'il y a une période de ta vie où le métier d'avocat t'épanouit, te permet de te sentir à ta place? Oui. Oui, on va dire pendant quasiment 10 ans en fait, jusqu'à ce que je commence à me poser des questions et que petit à petit, quand on arrive aux 10 ans, ça commence un peu à glisser, mais voilà, à partir du moment où voilà, je commence à porter la robe et puis ben, voilà, je commence à exercer dans un cabinet d'avocat où je suis collaboratrice. Après, j'ai une semi-installation parce que je suis finalement un des 2 associés pour lesquels je travaillais, parce qu'au bout d'1 an où je travaillais pour eux, ils se sont séparés. Et donc finalement, je pars un peu sans filet à ce moment-là aussi. Mais j'écoute mon cœur. Quand je dois prendre des décisions, j'écoute plus mon cœur que ma raison. Et donc voilà, je suis ce que me dit mon intuition, mon cœur. Et là, je prends déjà un risque. Et au final, oui, je suis très heureuse parce que j'ai toujours voulu faire ce métier-là aussi pour être à mon compte, pour m'installer. Et donc voilà, après je vais m'installer, je vais faire une association avec une autre consoeur pendant 3 ans. On se sépare, mais on reste en bons termes. Et puis je repars, moi, sur un cabinet individuel jusqu'à la fin. Et oui, bien sûr que ce métier il m'a épanouie et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais t'en parles tellement encore positivement, pourquoi tu remets pas la robe ?» Mais en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'en parle encore comme ça que j'ai envie de remettre la robe. Ouais. Et donc pendant 10 ans, ça se passe bien, et tu commences à voir à un moment donné des signes. Tu nous as expliqué sur la fin ce qui était compliqué. Quels ont été les premiers signes justement tu te sentais plus alignée, j'imagine. C'est quoi le ressenti à ce moment-là? C'est un épuisement professionnel. C'est oui, je commence à me dire que je vais être bientôt en burn-out. Je sais pas doser mon effort à ce moment-là. Je suis à 150% sur chaque chose. Je suis partout en fait. D'accord. Je suis partout et en même temps j'ai l'impression d'être nulle part. J'ai plus de temps pour moi. Je suis tout le temps avec ça en tête. D'accord. Donc t'es focus sur ton boulot en permanence, ça envahit ta vie, ton esprit en permanence. Complètement. Et quand à un moment donné, tout à l'heure, tu disais que tu te posais la question, est-ce que tu te voyais là dans 10 ans, dans ces conditions-là? Et la réponse était non. Qu'est-ce que tu avais imaginé, que tu n'as pas pu constater? Qu'est-ce que tu aurais apprécié voir? Alors, il y a 2 choses. Il y a le matériel et puis il y a... j'allais dire, encore une fois, tout ce qui touche à la justice, à son fonctionnement, à la valeur. Donc, il y a le matériel, c'est-à-dire que en fait, la profession d'avocat, elle est plus qu'elle était, et que les avocats, à l'ancienne, ils ont mangé le pain blanc. Qu'aujourd'hui, la profession, elle s'est quand même paupérisée, que c'est très, très compliqué, que... Par ailleurs, ça l'est d'autant plus quand on ne sait pas se vendre et qu'on n'est pas un bon commercial, clairement. Et quand on avait envie de défendre la veuve et l'orphelin, et du coup on fait aussi beaucoup d'aide juridictionnelle parce que pour moi c'est aussi ça, le métier d'avocat, c'est aider les autres. Donc moi je suis incapable, j'étais incapable de faire la différence dans ma qualité de travail entre un dossier payant et un dossier à l'aide juridictionnelle. Donc il y a un moment, il y a aussi des logiques économiques qui rentrent en ligne de compte parce qu'on est une entreprise. Et malheureusement, moi, je n'étais pas capable de mettre cette logique économique sur mon cabinet. Donc voilà, il y a un moment où, effectivement, quand on compte à la fin du mois et qu'on est obligé de faire des concessions sur plein de choses et qu'on vit comme un smicard, ça ne compense pas non plus complètement tout l'effort qu'on y met et toutes ces tripes au quotidien. Donc les premières années, on s'en rend moins compte parce qu'on est encore animé par la passion des débuts. Et puis plus ça va et plus on avance dans la vie et plus on se dit quand même... j'ai fait autant d'études. Voilà. Puis je peux me comparer aussi avec des personnes qui travaillent dans le privé, des amis qui sont dans le privé, qui évoluent, qui ont un âge et qui professionnellement évoluent. Et là, tu sens le décalage à ce moment-là. Tout à fait. Ouais. Et dans la formation d'avocat, je pense avoir la réponse, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que vous êtes... du coup accompagné sur cette notion, parce qu'il y a une notion d'entrepreneuriat finalement dans cette profession. À un moment donné, quand tu veux t'installer, c'est quand même
Pas du tout. C'est Non. pas des compétences qu'on Non. vous transmet. Non. En tout cas, pas à mon époque, Ouais. parce que là, ça commence déjà à faire quelques années, mais pas du tout à mon époque. Ouais. J'ai eu l'occasion, moi, après, en tant qu'avocat, d'intervenir à l'école des avocats sur un module qui s'appelait installation, et où voilà, on donnait quand même un peu plus de clés aux futurs avocats, mais ça reste quand même de la théorie, et je suis pas sûre que ça ait quand même fondamentalement changé les choses pour ces petits jeunes qui sont arrivés après moi dans la profession. Et très clairement, c'est quand même un métier qu'on apprend, même sur les autres aspects, le jour où on a la robe sur le dos et où on est tout seul avec son dossier, en dépit de tous les stages qu'on a pu faire. Et voilà, le poids de la responsabilité, on le sent vraiment à ce moment-là, quoi. Quand on est seul face à son client et avec son dossier au tribunal, surtout. Ouais, c'est vrai que c'est un peu jeté dans le grand bain comme ça. Et puis, c'est vrai que j'ai la sensation que pour un avocat, le fait de s'installer, c'est quand même une finalité, un objectif. Bien C'est sûr. un peu le processus, c'est d'abord d'être collab et puis après de s'installer. C'est ça. Et aujourd'hui, on voit que c'est loin d'être c'est pas évident. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'avocats. Ouais. Donc faire sa place, c'est pas simple. C'est et ça. effectivement, ça mobilise des compétences plus entrepreneuriales. Oui, tout à fait. Qui ne sont pas les compétences qui vous sont transmises. Non. À Ce ne ce sont pas les moment-là. compétences naturelles en plus de l'avocat. Alors, Ouais. peut-être dans d'autres matières qu'en tout cas celles que moi j'ai pu traiter. Mais Ouais, j'ai la sensation que ça va dépendre aussi des secteurs dans lesquels on va. Tout à fait. Ce que j'ai pu observer, c'est un peu ça. Ouais. C'est vrai que dans le droit de la famille, on imagine qu'on a plus des profils féminins qui vont faire cette profession pour aider, pour accompagner. Exactement. Avec un côté très altruiste. Et on va retrouver cet aspect-là dans la façon de facturer qui va être compliqué. Tout à fait. Enfin, oui. Et la profession est très féminisée aussi aujourd'hui, donc effectivement, ça marche ensemble. Ouais. Bon, donc à ce moment, donc tu prends la décision d'arrêter de manière assez progressive. Voilà, tu as une prise de conscience vraiment très claire et nette à un moment donné. Tu mets ça en place en 9 mois. Et alors, vers quoi tu choisis de partir à ce moment-là ? C'est quoi le plan ? Alors, en fait, donc je prends cette décision et effectivement, je mets 9 mois à préparer la sortie, mes clients, mes dossiers, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire après ? Et là, en fait, jusqu'à l'été, donc j'ai arrêté fin septembre 2018. Jusqu'à l'été 2018, je ne sais pas. Ça commence à me stresser. Parce que j'ai l'impression d'être en fait au bord du précipice et j'ai pas vraiment de parachute dans le dos. Et je me dis, je vais devoir sauter. À un moment, je vais devoir sauter parce que fin septembre, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'avocat. Et là, en fait, je pense que c'était pendant les vacances scolaires, j'entends qu'un notaire que j'apprécie particulièrement cherche un clerc. Et je me dis, bingo, on se connaît un peu, je postule et puis voilà, j'envoie ma candidature. Et en fait, il me choisit. Donc, il reçoit plusieurs candidats et il me choisit. Et donc, j'arrête la profession d'avocat un vendredi. Le lundi, je suis chez le notaire. Donc, voilà, j'ai pas trop eu le temps de me poser entre les deux. Et en même temps, je suis assez rassurée parce que je me dis, mais c'est bien. Voilà, j'avais peut-être peur du vide à ce moment-là. Me dire, j'enchaîne tout de suite, tout roule. Le hasard fait bien les choses. Et puis, donc, je commence à travailler pour ce notaire. Et en fait... ça se passe plus ou moins bien pendant un mois. Et puis, au bout d'un mois, je commence à me poser des questions. Je suis aux 35 heures alors que j'en faisais 60 avant. Et je commence à regarder ma montre en milieu d'après-midi. À me dire, il reste 1 heure, 2 heures. Donc là, ça m'interroge parce que je faisais 10 heures par jour sans problème. Là, je me dis... T'as du mal à faire 7, quoi, à ce moment-là. Oui. Voilà. Et puis, il y a plein de petits trucs qui ne me conviennent pas. C'est assez sédentaire. Au final, je me retrouve en fait avec aussi des travers identiques à la profession d'avocat, à savoir que on
passe beaucoup de temps à attendre en audience. Et là, je me retrouve tous les matins à attendre à la porte du notaire avec mes dossiers sous le bras et les autres salariés qui travaillent pour lui, parce que je peux pas avancer dans les dossiers, qu'il faut qu'il débloque des choses. Et en fait, tout le monde fait la queue. Comme il prend ses rendez-vous à partir de 9h30, 10h, en fait, quand lui il commence ses rendez-vous, il renvoie tout le monde et il dit on se verra plus tard. Donc en fait, je peux pas avancer dans mon travail parce que je suis bloquée. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui... Tu passes à ce moment-là de l'indépendance totale au statut de salarié. En plus. Donc c'est tu ça. découvres aussi tout à fait. Ce qu'on peut vivre quand on est salarié par rapport à l'indépendance. Alors après, c'était pas tant le fait d'avoir une hiérarchie qui me posait difficulté. Enfin voilà, là-dessus, je me suis adaptée sans problème. Je me suis bien intégrée à l'équipe. Enfin voilà, ça s'est bien passé. C'était vraiment l'environnement de travail. T'es plus maître du navire, quoi. Oui, voilà, j'ai plus d'autonomie dans mon travail. En même temps, on attend de moi que je sois déjà autonome et on me donne 0 temps, en fait. Je dois quémander des miettes, encore une fois, et ensuite on me demande de rendre des comptes parce que tous les 15 jours, on a une réunion avec le notaire et puis qui a bouclé des dossiers et qui a rentré de l'argent, en fait, clairement. Et donc, sauf que là, en plus, c'est même pas pour moi que je le rentre, c'est pour quelqu'un d'autre. Et clairement, oui, j'arrive pas à rentrer à boucler de dossiers parce qu'en plus, j'ai hérité de dossiers qui traînaient depuis 15 ans dans les placards et en gros, qu'on m'a demandé de solutionner en 15 jours ou 3 semaines. Donc, il y a un moment où je me dis, mais j'ai pas signé pour ça, clairement, et j'ai pas fait tout ce chemin, surtout, pour me retrouver encore en situation où je me fais du mal, clairement. Et donc, très vite, en fait, on va dire au bout de 2 mois, je me dis non, ça va pas le faire. Et j'avais un contrat, il me semble, un CDD de 6 mois qui allait se transformer en CDI. Et je me dis non, je pousse même pas jusqu'aux 6 mois. Je vais voir le notaire, en fait, et je lui dis que je veux arrêter. Et donc, je lui laisse 15 jours. Je lui dis, si vous avez besoin de 15 jours, je vous laisse 15 jours, mais dans 15 jours, je suis plus là. Et voilà, et du coup, je suis partie. Et là, pour le coup, il n'y avait rien derrière. Oui, parce qu'en plus, par rapport à des salariés qui peuvent partir, demander une rupture conventionnelle, quand on quitte la profession d'avocat, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est à notre compte, donc il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de RSA, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est comme une démission, en fait. Ouais. Et comment tu fais à ce moment-là ? Tu avais de l'argent de côté ? Alors, en fait, j'avais déjà de l'argent de côté, parce que quand on est à notre compte, on nous dit qu'il faut avoir quand même quelques mois de trésorerie d'avance en cas de coup dur, de pépins, d'accidents, de autres. Donc, j'avais un peu d'argent de côté, heureusement. Et donc, je me suis rassurée en me disant, j'ai au moins ces quelques mois devant moi. Et puis, au pire, je prendrai un travail alimentaire et ça me laissera un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je veux par la suite. Et en fait, là aussi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Dans la foulée de cette décision, j'apprends dans les semaines qui suivent que ma grand-mère qui est décédée l'année d'avant, en fait, nous a laissé un petit héritage puisque mon papa est décédé. Donc, on vient, mon frère et moi, à la place de mon père dans la succession. Et on va recevoir une petite somme d'argent. Donc, du coup, je suis encore plus rassurée parce que je me dis, c'est tout, ça arrive. Cet argent-là, peut-être que je vais le dépenser parce que, en fait, je vais vivre avec. Mais ça va me laisser un petit peu plus de temps aussi pour trouver une nouvelle voie. Ouais, ça te sécurise à ce moment-là. Oui, ça tombe complètement. Et donc, il n'y a pas d'urgence à trouver une sortie. Donc là, tu t'autorises c'est ça. à te poser. Du coup, je me pose. Il y a quand même 15 jours ou 3 semaines un peu compliquées entre le moment où j'arrête chez le notaire et puis où je commence à me poser parce que, en fait, j'étais hyper active. J'avais des semaines super chargées, des week-ends aussi. Et du coup, là, le vide. Et oui, c'est sûr que sur le coup, ça pourrait être super, j'ai du temps pour moi, mais en fait, pas tellement, quoi. Les premières semaines sont un peu compliquées, je tourne un peu en rond, je suis pas très bien. Et puis, en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines, après les vacances de Noël, je me dis... je ne vais pas tourner en rond comme ça pendant 107 ans. Qu'est-ce que je fais de ce vide, en fait ? Et là, je me dis, mais quand j'étais avocat, à la fin, j'avais plus le temps de rien pour les choses qui me plaisaient en dehors, donc, notamment les activités artistiques.
Donc je me dis, c'est tout, j'ai du temps, je vais faire ça. Donc je reprends des cours de danse, je fais un week-end de chant, le truc complètement improbable, je chante comme une casserole, j'aime ça, mais je chante comme une casserole. Et je me dis, voilà, c'est un stage de chant, c'est ouvert à tout le monde, c'est justement pour apprendre à se lâcher. Je me dis, c'est tout, allez, je fais ça. D'ailleurs, ça a été au même endroit que les estivales de la formation, c'est rigolo, on en revient toujours à ce point-là, à cet événement. Et donc voilà, je fais ça, je fais vraiment tout un tas de choses, mais il y a toujours un lien quand même avec l'artistique. Et en parallèle de ça, je m'inscris à Pôle emploi quand même. Je suis resuivie par la psychologue du travail de Pôle emploi, donc pas par un conseiller, qui me refait un équivalent bilan de compétences. Mais voilà, on discute beaucoup, le courant passe très bien avec elle. Et puis, elle voit que j'ai déjà beaucoup travaillé aussi, moi, sur le précédent bilan de compétences. Donc, c'est assez fluide, assez agréable. Et en parallèle, je m'inscris aussi à l'APEC. Donc j'ai un suivi à l'APEC qui est moins psychologique, mais voilà, les deux en doublon, ça et les activités artistiques, à un moment, il y a l'art-thérapie qui se pose. Et là, je me dis, en fait, oui, c'est vraiment à la conjonction de l'artistique, de la réflexion, du soin. Et ça me correspond. L'aide aux autres, parce que c'est ça. Ce qui t'avait motivé à être Exactement. avocate, c'est quand même c'est ça. Et le fil conducteur, pour moi, c'était aussi l'accompagnement. Parce que la profession de l'avocat, je ne l'ai jamais vue autrement que comme un accompagnement, en fait. Et du coup, voilà, je me dis, j'ai une espèce de révélation, j'en sais rien, mais ma nouvelle voie, elle est là. Et du coup, en juin, je trouve une école qui n'est pas sur place, qui est sur Avignon, qui me parle beaucoup plus qu'une école là, qui est dans le secteur, là, pas très loin d'ici. Et je vais faire un stage de 2 jours de danse. En plus, c'est ce que je préfère, donc ça tombait bien. De danse-thérapie pendant 2 jours pour me conforter, parce que pour l'instant, l'art-thérapie, à ce stade-là, c'est assez théorique pour moi. Et je fais ce week-end, et là, je me dis, oui, c'est ce que je veux faire. Et donc, l'été qui suit, je fais mon dossier, je présente ma candidature. Et en septembre, il y a 3 ans, je suis reçue en entretien sur Avignon. Et voilà, on me dit, c'est bon, vous allez commencer dans 1 mois. C'est là qu'on s'est rencontrés, donc c'était il y a 3 ans. Ouais, donc je pense que c'est ça, c'est à peu près à cette époque-là, effectivement. Ouais, je me souvenais que effectivement tu allais commencer, c'était imminent. C'est ça. Oui, parce que c'était fin août les estivales, donc on a été assez à cette période-là. Ouais. Et donc moi, je te quitte il y a 3 ans avec ça en tête. Il y a quelques semaines, je me dis tiens Aurélie, je me demande bien où elle en est de son processus de changement. Donc je t'ai recontacté à ce moment-là pour te demander où t'en étais et si tu accepterais de nous partager ton expérience. Ce à quoi tu m'as répondu, écoute, je serais ravie. Maintenant, je ne suis pas arrivée exactement là où je pensais arriver. Est-ce que c'est vraiment OK pour toi ? Et là, je t'ai répondu encore plus parce que ça m'intéresse de savoir, parce que je suis persuadée que les détours que tu as faits t'ont amené quelque part de probablement encore mieux. Donc voilà, la suite, c'est quoi ? Alors la suite, c'est que entre-temps, je rencontre mon conjoint actuel. Donc je commence ma formation quand même sur Avignon. Je suis absente 1 semaine par mois. Donc c'est ça, à peu près 1 semaine par mois. Donc pour mes cours sur Avignon. Et puis en fait, en début d'année 2020, donc je suis enceinte. Donc là-dessus, je poursuis ma formation. Le Covid débarque dans nos vies et donc nous sommes confinés au mois de mars. Donc ma formation, comme toutes les formations, s'arrête et est en suspens. Et puis voilà, alors moi ça m'allait très bien parce que voilà, du coup je pouvais couver tranquillement. Et puis j'apprends au mois de juin, donc quand le confinement se termine, que la formation elle va se terminer au lieu du mois de juin. Ils vont la reprendre en fait fin août et tout le mois de septembre, puisque la rentrée de 2e année est prévue en octobre. Et moi je suis en fin de grossesse au mois de septembre. Donc je décide de ne pas finir cette formation dans ces conditions, sachant qu'il fallait prendre les transports en commun, qu'il y avait encore le Covid. Donc je dis je ne prends pas de risque. Et tant pis, je finirai ma formation l'année prochaine. Advienne que pourra, je donne la priorité à mon bébé. Donc j'accouche fin octobre 2020, donc d'une petite Clémence.
Donc voilà. Et en fait, je termine ma formation en février-mars, donc après la naissance. Ma fille, elle a 3 mois et demi, 4 mois à l'époque, donc jusqu'au mois de juin, où je passe les examens. Et très clairement, je ne suis plus vraiment dedans. J'en ai plus tellement envie à ce moment-là. Je me fais un peu violence parce que y a eu un investissement, autant financier, parce que c'était de l'autofinancement. Pôle emploi finance pas. Enfin, encore une fois, on est à notre compte, donc il y a pas de dispositif de formation, il y a pas de CPF, il y a rien. Et donc du coup, la formation, je l'ai financée moi-même grâce à ma grand-mère. Donc voilà, donc je veux absolument valider cette première année qui me donne quand même un certificat de médiatrice artistique. Donc voilà, je termine, j'ai mon certificat aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus dedans là ? Avec le recul, ça fait je pense que la maternité, elle a aussi bougé des lignes. Et puis à l'époque, comme c'est une formation pour être art-thérapeute, je suis aussi suivie par une psychologue parce que on ne devient pas soignant sans soi-même aller voir au fond de soi. Et du coup, j'en discute avec elle et il se trouve qu'en plus, elle est psychologue en maternité. Donc voilà, c'est des thématiques qu'elle aborde pas mal. Et clairement, à l'époque, quand j'en parle avec elle, elle me dit « Mais oui, psychiquement, vous n'êtes plus disponible. » Là, j'étais centrée sur le bébé. Sur mon bébé. Et ça m'allait très bien. Ouais, les priorités complètement. Évoluent complètement. À ce moment-là, tout à fait. Ton rôle, c'est avant tout de t'occuper de ta fille. Ça. Exactement. Et ce sujet-là est moins central, tout simplement. Ouais. Exactement. Ok. Donc voilà, et donc voilà, je valide en juin 2021 au lieu de 2020, cette première année. Et puis je me dis peut-être que je vais m'inscrire sur l'école qui est plus près de la maison, parce que très clairement, de toute façon, poursuivre la formation sur Avignon avec un enfant en bas âge, et là, sachant qu'en deuxième année, c'était 10 jours par mois, c'était pas du tout faisable. J'avais pas l'intention de laisser mon bébé comme ça, 10 jours par mois. Donc voilà, j'y réfléchis à cette époque-là, mais voilà, sans encore avoir retrouvé une grosse motivation. Je me dis, c'est pas grave, je mets de côté, peut-être que je rechercherai à la rentrée un travail, encore une fois, peut-être à mi-temps, alimentaire, dans le domaine juridique en tant qu'assistante ou en secrétariat pur, et ce sera pas grave. Et puis en fait, l'été arrive et j'apprends que je suis enceinte d'un deuxième bébé. Donc voilà, la question ne se pose plus, parce que je ne vais pas me faire embaucher sachant que je suis enceinte. Et donc voilà, du coup, deuxième grossesse. J'ai accouché de ma deuxième petite fille au mois de mars cette année. Et puis là, par contre, je vais recommencer à travailler dans un mois, pile poil. Et là, en tant que juriste à mi-temps dans un cabinet d'avocats pour des confrères que je connais bien, 2 associés, une des deux qui est une amie, avec qui j'ai déjà travaillé par ailleurs. Donc voilà. Et là, je veux pas dire que c'est de l'alimentaire à 100%, mais il y a une part alimentaire, parce que clairement, si j'avais eu le choix, j'aurais pas forcément repris un travail de juriste. Maintenant, c'est aussi, entre guillemets, la facilité, parce qu'il n'y a pas besoin de se reformer, à part se mettre à jour, évidemment, parce qu'en 4 ans, beaucoup de choses ont changé, notamment en termes de procédure. Mais voilà, je sais que c'est une phase transitoire et que j'aurai le temps de réfléchir quand les enfants seront un peu plus grandes à autre chose. Est-ce que je reprendrai la formation d'art-thérapie où je l'ai laissée ? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai envie d'autre chose ? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai envie de remettre ma robe ? Pourquoi pas ? Tout est ouvert, en fait. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, justement, c'est toutes ces interrogations qui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles ne t'angoissent pas. Pas du tout. Ouais, tu vois, il y a ce côté... il me semble que souvent, on a l'impression qu'on maîtrise, finalement, et on croit qu'on maîtrise la suite, ce qui va se passer après, etc. Et cette expérience, elle t'a appris à lâcher prise là-dessus, d'après ce que je comprends, j'entends. Oui. C'est-à-dire que c'est même, ça, dans les choses que ça t'a appris, tout ce changement, ce bouleversement, bon, déjà, j'imagine, à lâcher prise, à faire confiance, finalement, à faire confiance en la vie aussi, parce que c'est ça. Ça a ponctué, finalement...
c'est une succession d'événements qui t'ont en fait aidé ou voilà, boosté pour aller conquérir de nouveaux territoires sur le chemin. Et en fait, fort de tout ça, aujourd'hui, ben, tu cherches pas à voir la suite, tu fais confiance. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et à tel point d'ailleurs que, voilà, quand j'ai accouché de ma deuxième fille, je me suis dit, j'étais censée retravailler à peu près à la rentrée l'année dernière. Bon, peut-être que ça se fera à la rentrée, à la prochaine rentrée. Et j'avais pas forcément de timing en tête, mais et j'avais même pas encore commencé à faire des candidatures, enfin voilà, à poser les choses concrètement. Et en fait, les demandes sont venues à moi. J'ai pas eu besoin de chercher, on est venu me chercher en fait. Donc voilà, les choses s'alignent. Et en fait, l'image que j'utilisais tout à l'heure sur je suis au bord du précipice et j'ai pas de parachute, en fait, cette image-là, finalement, aujourd'hui, je l'ai plus, ou alors j'ai plusieurs parachutes dans mon dos. Donc au final, c'est pas grave, en fait. Parce que une fois qu'on l'a fait, le grand saut, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. Je pense que c'est aussi comme quand on saute en parachute. On a peur avant de le faire, et puis une fois qu'on l'a fait, c'est tellement génial qu'on a envie de recommencer. C'est un peu grisant, quoi, de se dire que on en est capable. Et effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis faire confiance à la vie, parce que est-ce qu'on maîtrise vraiment les choses? Je suis pas persuadée, quoi. Si on fait des choix, parfois on essaye de forcer, et c'est quand on force que oui, en fait, moi j'essayais de forcer, clairement, en allant chez le notaire, parce que ça me rassurait. Et au final, la vie est là pour... en tout cas, ça m'a ouvert les yeux, moi, pour me dire, mais en fait, j'ai plus envie de ça, quoi. J'ai plus envie de faire du droit. Il faut vraiment que je change complètement. Et c'est vrai que le virage, psychologiquement, a été un peu dur à prendre, ne serait-ce que le départ de la profession d'avocat, parce que c'est quelque chose... La vocation, c'est dans les tripes, et donc j'avais l'impression de me renier moi-même. Mais une fois que ça s'est passé... Oui, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu un amalgame qui est fait entre toi et la posture d'avocat. C'est-à-dire que c'est comme si c'était, les deux étaient liés. Oui, quoi. c'est ça. Je suis forcément... Je suis avocate. Quoi. C'est et ça. donc, si je ne suis plus avocate, je suis quoi? Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi beaucoup... le plus compliqué, c'est pas tellement le virage psychologique personnel, c'est aussi ce que les autres nous renvoient de cette décision. Ah bon, après tant d'études, après autant d'investissements, à la limite, même tes parents, les sacrifices qu'ils ont faits, c'est tout ça, quoi. On a l'impression vraiment de remettre en cause des choses. Oui, c'est comme si les gens, c'était eux qui faisaient les changements, quoi. Ouais, c'est ça. Ça leur fait peur, alors, sûrement par projection aussi. C'est-à-dire, oh là là, moi, t'es folle, quoi. Puis on quitte pas un statut comme celui-là. C'est aussi ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont des interrogations et qui vont pas au bout aussi, parce qu'il y a ce poids-là de... Ouais, du regard des autres. C'est ça, Et puis aussi, c'est un métier... il y a un côté prestigieux. Il y a encore un prestige. Un côté prestigieux, même si aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, la réalité, c'est que c'est loin d'être prestigieux tout le temps. C'est vrai que c'est pas forcément évident aujourd'hui de faire sa place dans ce métier-là. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup d'engagement, le concours, etc. Et en fait, je me suis définie par ça, et en plus j'ai l'impression de savoir faire que ça, alors qu'en fait pas du tout. Et en fait, lâcher tout cet investissement pour je ne sais quoi d'ailleurs, parce qu'en fait c'est ça aussi. L'idée, c'est aussi que c'est en faisant cette réflexion, cette intérieure, qu'on peut commencer à avoir un autre projet. Mais tant qu'on n'a pas cet autre projet, on a ça versus le vide. Et le vide, c'est hyper flippant. C'est ça, exactement. D'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu étais hyper active et que le premier mois a été compliqué quand tu t'es retrouvée. Il n'y a pas de timing. À ce moment-là, tu n'as pas d'enfant. C'est ça, exactement. D'habitude, il n'y a pas de rythme, en fait. Il n'y a pas de rythme, etc. Donc, tu te retrouves sans repère à ce moment-là. Aujourd'hui, alors bon, maintenant tu as des enfants, donc eux ils t'imposent des repères pour le coup. Ça, mais est-ce que tu vois les choses différemment? Est-ce que tu penses, tu es plus à l'aise avec ça? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Par rapport au fait de se laisser porter Ouais.
Alors, tout à l'heure, tu m'as dit également que le premier bilan de compétences, Oui. ce qui en est ressorti, c'est une façon de travailler différente. Que Oui. tu as, Oui. voilà, Oui. déjà, tu as identifié Oui. qu'il y avait des choses à faire là-dessus. Oui. Tu les as mises en place, ça t'a Oui. permis de respirer pendant 2 Oui. ans, mais ça n'a pas répondu au problème Oui. de sens, Oui, etc., c'est ça. de l'injustice et tout. Donc ça, c'était quand même là. Oui. Est-ce que justement le vide, tu es plus à l'aise dans le... Enfin, clairement, tu es plus à l'aise dans le vide, puisque d'ailleurs, tu ne considères pas que c'est du vide aujourd'hui, j'imagine. Non. Ah non. Et donc, dans le fait de ne pas savoir, finalement, aujourd'hui, ne pas savoir, c'est réjouissant? C'est pas angoissant, en tout cas. Ouais. C'est pas du tout angoissant. Est-ce qu'il y a un petit côté... je sais pas, j'essaie de... Il y a un petit côté... il peut y avoir encore des belles surprises. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un côté... ma vie, elle va être ponctuée encore de plein de choses. Je peux en faire ce que je veux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais alors que parfois, on peut avoir l'impression d'être dans une routine un peu accablante. Ah oui, non. Là, c'est vrai que... J'avoue que sur les 3 dernières années, il y a eu quelques petits changements. Et que, à la limite, là, c'est vrai qu'avec la deuxième naissance, il y a eu un léger contre-coup après à se dire, mais j'ai l'impression que je suis dans une machine à laver, en brassage, en essorage depuis 3 ans. Donc là, je suis un peu contente. Voilà, ça se pose un peu. Ouais, voilà. Parce que là, pour le coup, j'ai retrouvé un rythme d'enfer. Ouais. Et effectivement... Bon, c'est autre chose, mais voilà, quasi tous les jours, tous les 2 jours, je me dis, mais quand je refais le film des 3 ans, je pensais pas que c'était possible d'être là où je suis aujourd'hui, avec 2 enfants, ma première fille, je l'ai eue, j'avais 40 ans quand même, donc à 40 ans, la deuxième 42, donc oui, c'est sûr qu'arrivé à un certain âge, en tant que femme, on se dit pas que ça va être possible d'avoir encore 2 enfants, et si en fait. Donc c'est vrai que, même autour de moi, j'ai des copines à qui je donne de l'espoir. Je veux dire, mais tout est possible. En 3 ans, ma vie a totalement changé. Et c'est fou. Même moi, il y a des moments, ça m'impressionne. Ouais, donc des beaux cadeaux livrés sur le chemin. Ouais, c'est ça. Donc là, tu reprends dans 1 mois. Ouais. Est-ce qu'il y a dans un petit coin de ta tête des rêves ou est-ce que c'est encore un peu flou, nuage? Ouais, c'est encore un peu flou. C'est encore un peu flou et je pense aussi que... Alors, je suis moins dans ces préoccupations maternelles qu'après la naissance de ma première, mais il y a un peu de ça et il y a un peu une pointe de culpabilité de me dire finalement j'aurais quand même donné moins à la deuxième qu'à la première en termes de temps, parce que là elle est déjà à la crèche alors que la première elle y est allée au bout d'1 an. Et donc voilà, il y a ça, il y a essayer aussi donc je suis pas totalement sereine sur la reprise du travail là, clairement, de pouvoir aussi passer du temps avec elle, et du temps de qualité, et pas être que sur des tâches ménagères ou des choses que j'aurais pas le temps de faire parce que je reprends le travail sur les jours où elles sont à la crèche. Donc il y a aussi d'autres angoisses qui sont liées à ça, mais ce que je comprends dans ce que tu me dis, finalement aujourd'hui, ça revient à un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'arrivée de ta première fille, ça a rabattu les cartes, bien sûr. Finalement, le jeu est fait le même. Donc, tu joues plus avec les mêmes cartes, et exactement. c'est très bien. Et donc aujourd'hui, le challenge à relever, c'est plutôt d'équilibrer vie privée, vie perso. Le prochain challenge, c'est ça. Ouais. Et ça sera et ta priorité, c'est ta famille. Ouais. Donc et ce que je crois comprendre, c'est que tu reprendras le sujet pro plus tard. Ouais. Exactement. Lorsque tu auras stabilisé cette partie-là, que tu verras que tes filles ont peut-être un peu moins besoin de ta présence, etc. Complètement. C'est ça. Et en fait, tu es heureuse avec ça, aujourd'hui. Ouais. Ah oui, c'est exactement ça. C'est, voilà, je me dis que on n'a pas eu des enfants aussi tard, pour pas en profiter, clairement. Et je les aurais eu plus jeunes, peut-être que j'aurais repris une activité professionnelle à 100%, et j'aurais regretté sûrement après, parce que voilà, la maturité aussi fait qu'on prend pas les mêmes décisions,
et oui, c'est pas les mêmes cartes, mais j'ai pas le même âge non plus. Et je pense que l'expérience de vie passée fait aussi qu'aujourd'hui je réfléchis différemment et que le chemin que j'ai fait déjà depuis quelques années pour toutes ces raisons-là, de la réorientation professionnelle et autres, me permet aussi de prendre un peu plus de recul sur les choses. Et du coup, je ne veux pas dire d'être un peu plus sage, mais si, un peu quand même, un peu plus philosophe aussi, et puis d'expérimenter que, la vie, elle peut faire des beaux cadeaux, et puis, faut se laisser porter, en fait. Et que, encore une fois, si on essaye de forcer, ça fonctionne pas. Enfin, voilà, il faut savoir voir les signes. Après, c'est sûr que, voilà, moi, en tant qu'avocat, quand ça allait plus... au début, j'étais un peu dans la résistance, comme beaucoup. Et après, c'est pas dans ma personnalité de dire ça va pas, et de pas essayer de changer les choses. Ça n'a aucun intérêt de se plaindre d'une situation et de rien faire pour que ça change. Donc, ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Et justement, tu me disais la dernière fois que tu avais quand même pas mal d'avocats qui t'appelaient pour partager leurs difficultés. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseilles quand tu les as au téléphone? Qu'est-ce que tu leur dis alors? Après, alors ils sont pas tous au même stade de réflexion. Parfois, ils m'appellent juste parce que ça va pas ponctuellement, et bon, une fois que la difficulté est passée, il reste avocat. Et parfois, je les ai plusieurs fois et jusqu'à ce qu'ils soient partis. Donc en fait, ce que je leur dis, c'est que si vraiment... il faut qu'ils s'écoutent. Il ne faut pas qu'ils prennent une décision. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus partir sur un coup de tête, juste parce qu'il y a un dossier comme ça qui ne va pas, et se dire « j'en ai marre » et je claque tout. Je pense que si j'avais fait ça, j'aurais forcément eu des regrets. C'est pour ça que j'ai mis du temps à partir, à préparer les choses. Et au moins, je sais que sur ces 9 mois-là, pas une seule fois, je me suis dit « je suis en train de faire une connerie ». Ouais. Ça t'a permis de renforcer ta confiance en ce choix-là. C'est ça, ouais, exactement. Le fait que ce soit progressif. Exactement. Et encore une fois, pas un seul jour derrière, que ce soit au début de l'arrêt ou aujourd'hui, j'ai regretté. Je me suis dit, j'aurais dû... Non, je l'ai fait vraiment en respectant mon rythme aussi, parce que mon rythme, c'est pas le rythme des autres. Donc c'est difficile aussi de donner des conseils. Après, ce que je leur dis, c'est que c'est pas impossible, c'est que c'est qu'on n'est pas que avocat, et que le fait de penser à autre chose, ça veut pas dire qu'on se renie, voilà, et les choses sont réversibles aussi. Moi, personnellement, je peux me réinscrire au barreau de Lille ou n'importe où ailleurs en France dès demain, et c'est pas un problème. Donc voilà, on est là pour prendre un minimum de risques. Il faut que ce soit mesuré, mais quand on sent que ça va pas, il faut pas attendre qu'il soit trop tard, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi je suis partie avant de détester ce métier. Et c'est aussi pour ça que je sais pas si un jour je remettrai la robe. Alors que si j'étais partie vraiment trop tard, je pense que j'aurais été radicale. Je me serais même pas imaginé un jour la reporter. Alors que là, elle est dans sa petite housse. Et pourquoi pas elle pourrait avoir envie de ressortir dans quelques années, je ne sais pas. Ou pas, d'ailleurs. Elle servira de déguisement à mes filles. Donc oui, il n'y a pas un conseil en particulier, si ce n'est de s'écouter. S'écouter, et puis... être accompagnée aussi, parce que j'avais essayé de faire un chemin par moi-même quand je me suis rendu compte que ça allait pas, mais en fait le regard extérieur est quand même important pour la prise de distance. Quand je disais que ça m'avait permis de repartir pendant 2 ans un peu plus sereinement, oui, j'ai quand même identifié certains de mes travers, et en fait quand je disais essayer de doser son effort, voilà, ça aide aussi à vivre un peu plus sereinement le métier. Et pour certaines personnes, peut-être que ça suffirait. Moi, ça n'a pas suffi parce qu'il y avait peut-être d'autres problématiques, mais en tout cas, je pense que c'est important de se faire accompagner, ne serait-ce que pour justement identifier là où ça ne va pas, quoi.
Merci. Et puis ça peut être qu'une étape. Et puis encore une fois, voilà, que les gens poursuivent dans de meilleures conditions. Tant mieux. Et puis s'ils doivent changer un jour, ce sera juste un premier pas sur le chemin du changement. Ouais. C'est vrai que c'est une des professions avec les métiers du médical où c'est vraiment un peu tabou. C'est tabou. Même ne serait-ce que d'y penser. J'ai accompagné quelques avocats et ils n'ont pas très envie que ça sache qu'ils sont en cours de réflexion. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, oui, c'est une déconstruction à faire. Et c'est vrai qu'être aidé, ça peut vraiment permettre d'avancer un peu plus vite, de prendre du recul sur la situation et puis voilà, de mettre en place un plan d'action qui va nous correspondre en fait, parce qu'encore une fois, comme tu le dis, et des personnes, ça doit se faire très progressivement, étape par étape. Parfois, ça peut aussi être, je passe je suis à mon compte à je repars en collab aussi. Oui, tout à fait. Oui, il y a des alternatives aussi. Il y a vraiment des choses aussi qui peuvent changer d'expertise aussi. Il y a des aménagements qui peuvent aussi permettre de s'y retrouver davantage. Oui, exactement. Mais tu parlais de tabou par rapport à la profession. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'avais accepté à l'époque d'intervenir à tes côtés aux estivales. Moi, pour moi, ça n'était pas tabou. Et au contraire, j'en parlais volontiers. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de tabou autour de ça, en fait. Que les avocats, parce qu'ils sont de plus en plus jeunes à se poser la question de sortir. Et j'aimerais bien que ce soit plus un tabou et qu'ils soient libres d'en parler. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ton invitation et l'interview. C'est que il ne devrait pas y avoir de tabou autour de ça. Il devrait y avoir même une aide, clairement. Alors je sais qu'il y a une partie des avocats qui y sont opposés, les anciens surtout, à ce qui est même une structure qui existe au sein de l'ordre des avocats pour aider à la reconversion. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et le problème, c'est qu'il y a des avocats qui partent dans des conditions déplorables, parce que justement, ils sont en burn-out, qu'ils sont hospitalisés. Et c'est pas normal de pas avoir un accompagnement. Il y en a déjà pas, on n'a déjà pas de supervision comme dans les métiers, professions médicales et autres. Alors qu'on voit quand même des choses qui sont assez terribles. Et ça fait aussi partie des choses qui sont difficiles pour la profession d'avocat. C'est un métier qui est difficile. Donc, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que non seulement je m'y retrouve pas, mais en plus, j'ai honte de pas... et je devrais être honteux d'envisager de partir, quelque part. Donc, exactement. Et d'évoquer aussi, et de parler ouvertement de ces difficultés. Il y a aussi un tabou autour de ça. Donc, on se retrouve à la machine à café, mais personne ne se parle. Et on n'ose pas dire que on est en galère, Donc là, on a des dossiers qui sont très difficiles et tout le monde est un petit peu dans son petit coin avec ses petites problématiques comme ça. Et c'est un peu dommage, quoi. Donc il ne devrait pas y avoir de tabou autour de ça. Et moi, encore une fois, je suis bien contente quand on m'appelle et qu'on me demande d'échanger sur ces problématiques-là parce que je suis passée par là, donc je sais. Et c'est vrai que des avocats qui venaient me voir en me disant « Ah, mais j'ai appris que tu allais arrêter, mais tu vas faire quoi ?» À l'époque, je disais « Je ne sais pas encore. » « Ah, mais t'es folle. » Voilà, même au sein de la profession. Donc, c'est pas toujours simple. Il suffit que ce soit dit au mauvais moment où on a quand même un mini doute. C'est pas linéaire. On a beau avoir confiance, il y a quand même des jours où on a un petit peu plus peur que d'autres. Et effectivement, ça, c'est pas toujours aidant, quoi. Donc c'est pour ça que d'être accompagné par quelqu'un qui a un regard extérieur en parallèle de tout ça, ça peut être une bonne chose, quoi. Merci Aurélie. De rien, Émilie. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Alors je vous remercie de le partager, de le liker, de le commenter, de le faire suivre auprès de vos proches qui pourraient être intéressés par ce contenu. Je vous remercie, à la semaine prochaine.